Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast College Football de The Free Agent. Aujourd'hui, j'accueille comme d'habitude Lucas. Salut Lucas. Salut Damien, salut Franck. Et tu l'as dit, on accueille également Franck pour sa première dans le podcast. On est très heureux de l'accueillir pour cette première. Salut Franck. Salut Damien, salut Lucas. Bon bah je suis le petit dernier, on va voir ce que ça donne. Sans plus attendre, on va se lancer dans le décryptage de ce week-end de college football qui se profile. On va commencer comme d'habitude par les quatre affiches, les quatre grandes affiches qu'on va essayer de décrypter tous ensemble. En commençant par un match de rivalité. Et pour ce match de rivalité, on va prendre la direction de la Pac-12, puisque les Ducks d'Oregon se déplacent contre Washington. Lucas, les Ducks, c'est ton terrain, donc je vais te laisser la parole sur ce match. Ouais, c'est ça, c'est mon terrain, c'est une équipe que je suis de très près. Donc, ouais, semaine de rivalité pour les Ducks face à Washington. Donc, on sait que c'est toujours un petit peu des matchs tendus où durant toute cette semaine, les deux fanbases sont au summum de leur, comment dire, de leur conflit, on va dire, si on peut dire ça comme ça, où vraiment ils se détestent. Donc, on va dire que tous les coups sont permis sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est que c'est une rivalité comme on les aime. C'est deux équipes qui s'aiment pas, deux équipes qui, euh, qui livrent toujours un beau spectacle sur le terrain. Donc on ne devrait pas être déçu une nouvelle fois cette semaine. Donc voilà, les Ducks, ils vont avoir besoin de cette victoire pour continuer d'engranger de la confiance. Après des victoires intéressantes sur UCLA et Colorado, je trouve qu'Oregon est sur un nouvel élan. On a l'impression que le quarterback Anthony Brown semble se retrouver et donner des prestations honnêtes quand même, je trouve, face à Colorado, même si c'est que Colorado, vous me direz, mais j'ai trouvé une très bonne prestation. Euh, En sortant de la défaite face à Stanford, un petit peu cruelle et peut-être injuste, on a vu des Ducks que j'ai eu l'impression qu'ils étaient un petit peu en doute. Un match un peu compliqué face à California qui avait mis un peu le doute et on se demandait si vraiment Oregon avait le niveau d'une équipe top 10, le niveau d'une équipe top 4. On en reviendra un petit peu par la suite. Mais voilà, il faut engranger des, comment dire, de la confiance, continuer à gagner les quelques matchs qui nous restent, les 4-5 matchs qui nous restent, pour essayer de faire taire toute critique sur une éventuelle participation au playoff. Donc voilà, un match je vois un match disputé entre ces deux équipes, comme toujours. Je pense que la défense de Washington va pouvoir poser un petit peu de problème sur 2 tiers de la rencontre face à une attaque d'Oregon qui, euh, qui, a, qui a les armes, j'ai envie de dire, pour être assez tranquille sur ce match-là. Mais voilà, je pense que c'est surtout avec la défense, hein, menée par un duo entre Kevin Thibodeau et Noah Sewell, que les Ducks vont sortir vainqueurs de cette partie et vont réussir à étouffer cette équipe de Washington qui depuis le début de la saison est un peu sans voix offensivement et je pense pas que ce soit par son attaque qu'il puisse venir à bout des Ducks. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur Oregon. Ils ont une grosse montée en puissance là depuis deux rencontres et puis en particulier au final, puis un peu la défaite contre Stanford. On voit vraiment un nouveau visage d'Oregon vraiment porté par cette défense, par Kayvon Thibodeau et Noah Sewell, comme tu dis. Franck, quand on préparait le podcast, tu étais pas très confiant pour les Ducks avant ce match contre les Huskies. Je te laisse la parole. Bah oui, je le mets très bien dans l'upset, moi, comme je disais, avant l'antenne, parce que c'est à Washington déjà d'une, que Washington joue mieux, qui sont sur deux bonnes victoires, il me semble. Excusez-moi, j'ai la voix, voilà. Ils ont battu Stanford, justement, le vainqueur d'Oregon, à Stanford. Donc, je me dis que voilà, c'est un match de rivalité. Ça va être tendu et c'est chez eux. Donc, ils pourraient créer une surprise ce week-end. C'est vrai qu'Oregon est normalement au-dessus de Washington cette année. Et voilà, enfin, je le mets là-dedans. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop suivi Oregon, hormis le match face à Ohio State, où ils avaient été très bien. Et un peu la fin du match face à Stanford, justement, où j'ai vu cette prolongation. Et attention quand même aux Ducks, c'est pas gagné.
C'est intéressant que tu mentionnes ce match contre Ohio State, parce que justement, je sais pas ce que tu en penses, Lucas, mais je trouve que autant les Ducks qu'Ohio State, mais bon là c'est pas le sujet d'Ohio State, je trouve que les Ducks jouent encore mieux aujourd'hui que pendant le match contre Ohio State. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, peut-être, et peut-être aussi il y avait le fait qu'on les attendait pas à ce niveau-là face à Ohio State, donc ça a créé la surprise, donc ça s'attendait pas. Et au final, c'est la confirmation en fait qui donne un petit peu ce sentiment-là. Les Ducks jouent bien, les Ducks sont plutôt, comment dire, sereins quant à leur progression, en fait, surtout défensivement. En fait, j'ai l'impression qu'ils gèrent toujours très bien leur rencontre. Offensivement, c'est un peu plus compliqué, on voit des petits trous d'air par moment, mais on peut toujours se reposer sur un jeu à la course. Et je pense qu'il est aussi important quand on joue à l'extérieur, un jeu à la course qui s'établit bien, ça permet au quarterback d'être un peu plus tranquille, serein, et surtout voilà, de gérer le chrono, gérer le tempo. S'il parvient à le faire, on sait que si Jeff Verdell ne sera toujours pas là, c'est une grosse perte, mais il y a Troy Dye donc, qui prend vraiment le relais, et sur les 3 derniers matchs, il est exceptionnel. Et on a aussi quelques freshmen qui ont été intégrés sur le match de Colorado qui semblent prendre le relais, qui semblent bien se fondre dans la masse. Donc avoir un bon jeu de course, ça va être très important. C'est clair, moi ce qui me gêne un peu chez Oregon, c'est le dernier match justement face à Colorado quand même. Ils ont pris 29 points. Colorado, franchement, cette année, c'est pas terrible. Ok, ils ont dû se relâcher un peu sur la fin, parce qu'ils avaient quand même pas mal d'avance. Mais prendre 29 points face à Colorado, qui, franchement, offensivement, c'est pas terrible cette année. C'est ça qui peut être inquiétant. Mais je mets de côté, c'est vrai qu'ils ont dû se relâcher, qu'ils seront concentrés pour cette rivalité, bien sûr, puisque c'est un match de rivalité qu'il faut gagner s'ils veulent rester dans le top 4. Donc, hormis ça. Oui, après, je pense pas qu'il y ait vraiment signal d'alarme vraiment à tirer sur ces 29 points encaissés. De souvenir, je crois qu'il y en a. Oui, vas-y. Non, non, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Je crois qu'il y a 15 points qui sont encaissés dans le quatrième quart-temps, où vraiment Oregon avait fait rentrer voilà, les backups, les freshmen pour donner un Ouais, petit peu de temps de jeu. Voilà, ils avaient plié le match bien avant. Je crois en 3 quarts-temps, ils mettent 45 points. c'est clair. Moi, sur ce match de Colorado, ce que j'ai envie de retenir, c'est vraiment l'attaque qui a vraiment montré de bons signaux. On avait des doutes, notamment sur le quarterback Anthony Brown, qui a vraiment fait taire ses doutes et qui a livré une très très belle prestation avec 3 touchdowns sur une mi-temps, il me semble, ou sur 3 quarts-temps. Ouais. Donc voilà. Ok, ouais, c'est sûr. Après, je pense quand même qu'Oregon est un ton au-dessus de Washington, mais ça reste un match à vraiment regarder parce que je pense que ça sera quand même serré. Ouais, c'est clair, ça sera évidemment ces matchs de rivalité sont toujours très spéciaux. On sort, je le dis à chaque fois, presque à chaque fois qu'il y a un match de rivalité, si vous écoutez notre podcast, mais on sort un petit peu du contexte habituel des choses. C'est C'est une ça. ambiance un petit peu mystique en fait. C'est vraiment, on a l'impression que le temps s'arrête et puis il y a que ce match-là et puis les deux villes vivent toute la semaine à 100%. Ou en hate ou en love de leur programme, et puis c'est la passion qui prime, et donc c'est vrai que tout est un peu possible. Maintenant, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'Oregon est quand même largement au-dessus. Il reste sur 2 victoires consécutives dans la rivalité. Il n'y avait pas eu le match l'an dernier, mais ils ont gagné en 2019 et en 2018. Donc voilà, c'est une petite série. Bon, une petite série sur quand même une grande série, puisque Washington avait gagné en 2017 et en 2016, mais sinon, entre 2015 et 2004, Oregon avait gagné tous les matchs. Donc voilà, globalement, l'avantage, je dirais, récent est aux Ducks. C'est ça. Tout à fait. Autre chose sur ce match, Lucas ou Franck? Non. Je pense qu'on Lucas, a fait le peut-être tour. plus. Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je tiens encore une fois à préciser que Kevin Thibodeau est peut-être le meilleur joueur de cette QV. Et donc, si vous voulez voir un top pick, peut-être top 2-3, Ouais, n'hésitez pas à regarder ce match-là parce qu'il est vraiment impressionnant. un futur Giants de New York, en fait. Pardon. Je me Ça, suis laissé aller. tu espères, c'est du wishful thinking. Je me suis laissé aller, pardon. Ouais, c'est clair, hein, c'est un joueur qui. C'est vrai qu'on donne pas forcément le Heisman aux joueurs défensifs, mais Non, bon, jamais, même. clairement, jamais, ouais, non, mais clairement, il mériterait de l'avoir, et en tout cas, je pense qu'il mériterait au moins de faire partie des finalistes, quoi, comme l'a été Chase Young il y a quelques années, il mériterait clairement de faire partie des finalistes. Voilà. Ouais, c'est ça. Et enfin voilà, surtout aussi le fait qu'il soit défenseur, mais aussi le fait qu'il a raté pas mal de matchs. Ouais, On l'a vu début de manquer saison. des,
des moitiés de match à cause de targeting sur les matchs précédents, des suspensions, etc. Donc voilà, Ouais. peut-être aussi pour ça qu'il va le pénaliser et jouer contre lui en fait. Ouais, c'est clair. Si vous voulez suivre ce match, je vous l'informe, je vous le rappelle, on aura l'occasion d'en parler plusieurs fois aussi pendant ce podcast. Il y a un endroit pour ça, c'est l'ESPN Player. Grâce à notre partenariat avec ESPN, si vous suivez le lien qu'on va vous mettre en description, vous aurez 40% de réduction sur l'abonnement annuel, donc ça fait quand même une réduction assez importante. Et donc vous aurez accès à tout le college football. On reviendra un petit peu sur les affiches qui sont disponibles sur l'ESPN Player. Mais ce match de rivalité très intense entre Oregon et Washington sera disponible sur l'ESPN Player. On va passer aux autres affiches qu'on doit aborder cette semaine. On va prendre la direction de la Big Ten avec Wisconsin contre Rutgers. Les Badgers se placent un petit peu dans une situation un petit peu étrange cette saison, puisqu'il y avait beaucoup d'espoir autour d'eux. Et ça n'avait pas très, très, très bien commencé pour Wisconsin. En tout cas, il y avait une petite période de passage à vide avec notamment une défaite un petit peu frustrante contre Notre Dame. Mais voilà, ils sortent le week-end dernier de l'upset clairement du week-end contre les Hawkeyes d'Iowa qui ont complètement sombré. Et Wisconsin est encore en vie dans la Big Ten West et tous les derniers matchs vont être vraiment importants, tout ça jusqu'au match de rivalité finale contre Minnesota. Mais voilà, ce match contre Rutgers sera très intéressant pour ça. Franck, je ne sais pas ce que tu penses un petit peu de ce match et puis de Wisconsin en général cette saison. Alors, en tout cas, là, on est loin d'une rivalité. Hein. Ça fait que 3 fois, enfin, ça sera la 4e fois qu'ils s'affrontent depuis que la NCAA existe, en fait. Mais avant tout, Wisconsin, s'ils retrouvent, donc actuellement, ils retrouvent leur jeu de course qui est la base, en fait, de leur attaque, avec une online qui fait ce qu'il faut pour ouvrir les brèches. Ils devraient s'imposer face à Rutgers. Le problème, moi, c'est leur quarterback, quoi. Merde, c'est très, très décevant. Il avait très bien commencé en remplaçant, j'ai oublié son nom, celui de Notre-Dame, quand il s'est blessé l'année dernière. Et depuis, c'est presque le néant total, quoi. Il est pas dans le coup. Et c'est dommage qu'ils aient pas un quarterback qui fasse le strict minimum tout de même. Parce que sinon, Wisconsin serait beaucoup plus haut et pourrait vraiment gêner les équipes du Big Ten, les équipes fortes du Big Ten à venir. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Franck. Le jeu de grammaire, ça a vraiment été un énorme problème pour Wisconsin cette saison. Hein. C'est vrai qu'on l'avait bien vu contre Notre Dame, Mhm. contre son ancien coéquipier à Wisconsin. Et ça sera très intéressant de voir ce qu'ils peuvent encore espérer. Et voilà, mais il y a quand même du mieux parce que voilà, cette défense est capable de porter à peu près n'importe quel match parce que la Oui, défense de oui. Wisconsin est vraiment très. Et une des meilleures aussi, oui. Mm-hmm. J'avais oublié de parler de la défense, elle est exceptionnelle aussi. Hein. Voilà, et c'est vrai que c'est la grande force de ce programme. Ça sera intéressant contre Rutgers. Bon, cette équipe de Rutgers, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Hein. Ils avaient commencé avec quand même quelques espoirs. Ils avaient un petit peu accroché Michigan en début de saison. Mhm. Mais bon, il s'était fait vraiment détruire contre Ohio State juste après. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de cette équipe de Rutgers. Lucas, je ne sais pas ce que tu penses de ce match. Ouais, c'est ça. Ce match-là, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les Badgers, ils sont en mission comeback, j'ai envie de dire, dans la Big Ten West. Et voilà, ils ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent se permettre une finale avant l'heure, si j'ai envie de dire, parce que je me suis projeté un petit peu sur le calendrier, ils retrouveront Minnesota, qui pourront être ex aequo au moment de cette rencontre, à la dernière rencontre, au dernier match de saison régulière. Donc ça pourrait être vraiment un match intéressant, une finale avant l'heure, une finale de Big Ten avant l'heure. Donc ouais, ils sont en mission comeback, faut plus d'erreurs. Ce match face à Rutgers peut sembler facile, mais attention, faut vraiment pas que les Badgers se tirent des balles dans le pied. Faut quand même rester concentré sur les séries offensives et je pense pas qu'on va trop demander à Graham Mertz parce qu'on voilà, on a vu ses limites vraiment cette année. Je pense qu'on va surtout se reposer sur le jeu à la course. C'est ce qu'il Ouais, faut. vous avez fait un petit peu le tour, c'est ça. C'est vraiment une équipe qui est un petit peu voilà, le symbole de la Big Ten, c'est des grosses lignes offensives, défensives, des grosses défenses et un jeu de course qui s'établit. Il faut pas dénaturer cette équipe, il faut continuer à avancer et à progresser
sur cet axe-là, j'ai envie de dire, et tout devrait bien se passer face à Rutgers, qui, ouais, comme tu l'as dit, Charles, pardon, Damien, bah, ils ont montré que des trucs que par éclat, en fait, que par moment, et on n'a vraiment jamais vu un match complet de Rutgers cette année, et ça devrait pas arriver face à Wisconsin. De toute façon, ça va rester intéressant. Ça va être le dernier match de la saison dans la rivalité avec Minnesota, parce que c'est là que ça va se jouer, le titre de la division. Donc, je pense que bon, Minnesota sur leur chemin, ils ont Illinois et Iowa, mais Indiana qui est très décevant cette année, que j'ai trouvé excellent l'année dernière, surtout en défense. Mais ça pourrait jouer sur ce dernier match face à Minnesota, hein, pour la première place et jouer le titre de la Big Ten. Ouais, c'est clair, ce sera vraiment un match très intéressant, vu que c'est en plus une rivalité très intense entre les deux programmes. On va rester sur la Big Ten. Je pense on a fait le tour sur ce match-là. Il va y avoir beaucoup de Big Ten ce week-end, hein. C'est pour ceux qui n'aiment pas la Big Ten. Il faut, voilà, vous pouvez avancer un petit peu à la prochaine étape. Mais enfin, si vous n'aimez pas la Big Ten, je peux rien pour vous, quoi, parce que c'est la meilleure chose au monde. Mais bon, c'est cool. On va passer à l'autre affiche, Michigan State contre Purdue. Les Boilermakers de Purdue qui vont avoir la lourde tâche d'affronter les Spartans de Michigan State, qui sortent d'une victoire monumentale contre leur grand rival, les Wolverines. Lucas, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce match? Est-ce que tu crois que Purdue a une chance contre MSU? C'est ça que tu l'as dit, Michigan State, pardon, sort d'une grosse victoire statement à la maison face à l'ennemi, avec deux équipes qui étaient classées dans le top 10. Donc voilà, ça a tout d'une victoire statement qui lance vraiment leur saison et qui met en lumière Michigan State. Enfin, la preuve, ils sont classés 3e cette semaine. Après, attention avec cette confiance, parce qu'on sait que quand on sort d'une grosse victoire comme ça, rejouer un match un peu moins disputé, ça peut être compliqué à se remotiver, à se remettre dans le bain, même si je suis sûr que le staff de Mel Tucker a fait en sorte que voilà, toute cette semaine, le match soit préparé comme ils l'ont fait sur les 8 semaines précédentes. Mais ouais, on l'a vu, Purdue a été capable de jouer les troubles faits face à Iowa. Est-ce qu'ils peuvent le faire cette semaine? C'est peut-être plus compliqué, mais il y a quand même des points à souligner, des axes à approfondir, enfin à travailler sur ça surtout. Et ben c'est cette défense de Michigan State qui laisse beaucoup de yards aux attaques adverses. Donc c'est peut-être aussi sur ça que Purdue va devoir jouer. C'est peut-être pas non plus le point fort de Purdue, mais s'ils sont capables de faire mal à Michigan, attention à pas se retrouver dans le 3e, 4e quart-temps à batailler à une position d'écart, parce que ça peut être vraiment ça peut jouer en leur défaveur. En fait, ils jouent à l'extérieur, etc. C'est compliqué. Donc voilà, juste pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment le tendon d'Achille de Michigan State. C'est vraiment cette défense voilà, qui a été l'acteur principal, si je peux dire ça comme ça, du meilleur match en carrière de McNamara, le quarterback des Wolverines. Donc c'est peut-être pas forcément rassurant pour la suite. Mais voilà, avec un bon jeu de course qui s'établira, peut-être qu'ils limiteront l'impact l'impact négatif de cette défense sur eux-mêmes, en fait, sur les Spartans. Ouais, c'est clair que pour le coup, il y a beaucoup à jouer, il y a beaucoup à perdre pour Michigan State, hein. C'est un petit peu ce genre de saison un petit peu surprise. Et puis voilà, en plus maintenant ils sont 3e, ils font partie des. Ce sera le grand sujet de ce podcast, mais voilà, ils font partie des équipes qualifiées pour les playoffs. Ils sortent de cette victoire un petit peu folle contre Michigan, qui est statement, mais qui est une victoire quand même qui arrive vraiment sur le fil, avec beaucoup de faits de jeu, avec quand même, c'est pas une victoire claire et nette des Spartans. Ils ont encore un calendrier très difficile, puisqu'après Purdue et Maryland, ils doivent retrouver Ohio State et Penn State. Franck, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces Spartans, en particulier contre Purdue, mais d'une manière générale, quoi? Et bah, en un mot, il y a Kenneth Walker. Oui, c'est sûr. Il démonte tout. Je crois c'est lui qui gagne le match à lui tout seul, hein, face à Michigan. 5 touchdowns. Franchement, il est inarrêtable. Je vois pas Purdue l'arrêter sur ce match-là, en tout cas. Michigan, pour moi, est au-dessus. Effectivement, il pourrait se dire, bon, bah, c'est un match facile, mais je pense pas qu'ils sont dans cette mentalité. Ils sont passés devant les Wolverines.
Ils veulent y rester, les Wolverines, et ils vont aller jusqu'au déplacement aux Buckies. Et là, on va avoir un sacré match, pour moi. Ah oui, on va avoir un sacré match, ça c'est clair, ça promet vraiment. C'est vrai que c'est un match que j'attends énormément. En plus, il y aura donc le match contre Michigan State et puis il y aura le match contre Michigan la semaine suivante. Donc ça sera Aussi. vraiment une fin de saison passionnante pour les Buckeyes d'Ohio State. Et je me ferai une joie de vous en reparler. Ça, on y compte bien. Une joie ou un pur désespoir en fait. Voilà. On verra comment ça se profile, mais voilà, c'est sûr que ça sera très intéressant en tout cas, parce que c'est quand même des programmes qui ont beaucoup de passion en général, et puis et qui sont... Il y a quand même pas mal de programmes qui se démarquent cette année en Big Ten, je trouve, que ce soit les deux Michigan, évidemment Ohio State c'est toujours pareil, mais voilà, même une équipe comme Minnesota qui au final est un petit peu sans faire de bruit, se place en tête de la Big Ten West, et puis voilà, qui est au final assez solide. Donc il y a quand même pas mal de programmes intéressants en Big Ten cette année. Oui, Minnesota, je suis même surpris, franchement. Ouais. Vu qu'ils ont perdu leur meilleur coureur en premier match, là, Ouais. je les voyais vraiment pas faire une belle saison. En fait, ils font une belle saison pour l'instant. Minnesota, ils n'ont pas perdu un coureur, ils ont perdu 3 coureurs. Donc leurs 3 premiers coureurs dans le depth chart. Ça risque d'être compliqué pour les semaines à venir. Non, je voyais ce que tu veux dire, mais ça risque vraiment d'être compliqué. Est-ce qu'ils vont retrouver les ressources? On sait que les running backs en général, on arrive bien à compenser ces pertes, mais 3 running backs sur une saison, ça fait beaucoup quand même. Oui, ils n'ont pas l'effectif d'Alabama pour les running backs. C'est sûr. Si c'est tout pour ce match, on va passer au suivant. Et je vous le précise également, ce match sera à suivre sur l'ESPN Player. Voilà, vous avez avec notre partenaire ESPN 40% de réduction en suivant le lien qu'on va vous mettre en description du podcast. Alors c'est vraiment l'occasion d'en profiter pour avoir accès à une myriade de matchs de college football. C'est vrai que sur l'ESPN, on peut vraiment, l'ESPN Player, on peut vraiment tout retrouver. Pas que du college football évidemment, vu qu'il y a aussi de la NFL. Bon là la MLB est terminée, mais bon vous pouvez toujours revoir les meilleurs moments de la saison, et puis des documentaires. Mais voilà, niveau college football, il y a le choix, et pas forcément que sur les gros programmes. Si vous voulez vraiment découvrir le college football en profondeur, je pense vraiment que l'ESPN Player c'est le bon endroit pour aller un petit peu piocher sur les programmes qu'on diffuse pas forcément en général à la télévision. On va passer au dernier match, un match avec une équipe un petit peu déchue, une équipe brisée, un match entre Penn State et Maryland. On fait un petit coucou évidemment à Elio de Maryland France qui gère le compte Maryland France, qui est un excellent spécialiste du college football et un excellent spécialiste évidemment de tout ce qui se passe à Maryland. Et que je vous invite à suivre d'ailleurs. Et puis je le redis, je vais le redire quasiment à tous les podcasts, mais c'est pas grave, il faut l'entendre. Vraiment, foncez sur les réseaux sociaux, foncez suivre tous ces comptes français qui font vivre le college football. Donc en général, vous tapez le nom du programme et puis vous rajoutez France après. Voilà, là c'est Maryland France, mais il y a aussi Penn State France, Michigan State France, ça existe, j'en suis certain. Purdue France, voilà. Et puis foncez les suivre parce qu'ils font un boulot monumental pour faire vivre cette passion avec des lives, avec à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà. Et c'est souvent des gens qui connaissent vraiment très très bien la culture américaine, qui ont eu des liens avec ces programmes-là, donc c'est très intéressant. Allez suivre également la page NCAA France de Franck sur Facebook, qui fait un travail excellent. Et voilà, c'est un grand privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui, puisqu'il fait beaucoup pour faire vivre le college football sur Facebook avec son groupe. Merci. Voilà. Alors, on va passer à Penn State, Maryland. Penn State qui sort d'une défaite contre Ohio State, une défaite loin d'être humiliante pour le coup, puisque l'Intel Lions ont été vraiment, vraiment très, très intéressants pendant ce match. Ils se sont vraiment battus jusqu'au bout, mais bon, avec cette défaite contre Ohio State, au final, Ohio State n'a pas laissé tant de chance que ça à Penn State, puisqu'ils affichent un niveau qui est très, très solide. Et leur défaite en 9 prolongations contre Illinois. Ouais, fait mal cela. Voilà, Penn State se retrouve vraiment complètement brisé, et c'est vrai que c'est une équipe, un programme qui il y a peut-être 3 matchs était vraiment vu comme un concurrent potentiel en Big Ten, et maintenant se retrouve un petit peu perdu.
Ce match contre Maryland, c'est peut-être on reviendra sur les upsets, mais c'est peut-être l'occasion pour Maryland d'aller chercher quand même une grosse victoire. Je sais pas ce que tu en Voilà. penses, Franck. Alors, pas du tout. Pas du tout. Maryland, franchement, j'arrive pas à les canaliser. C'est une équipe qui encaisse quand même beaucoup de points. Même face à Indiana, ils ont failli se faire battre dans le dernier quart-temps. C'est compliqué. Maryland, pourtant, ils avaient bien commencé. Je les ai trouvés plutôt pas mauvais face à West Virginia. Après, j'ai un peu moins regardé, mais ils ont quand même pris des sacrés déculottés face à Iowa et Ohio State, du 51-66 points à peu près, je crois, c'est ça. Derrière, ils perdent à Minnesota 34-16, et puis Indiana était pas loin encore de les battre pour une 4e fois d'affilée, quoi. Là, ils s'en sortent plutôt bien, mais je les vois pas quand même battre Penn State qui, après 3 courtes défaites en fait, devrait quand même s'imposer assez nettement face à Maryland. Lucas. Oui, c'est ça. Je pense que les Lions les trois défaites sont cruelles parce que, comme tu l'as dit, Franck, elles sont très courtes et sur quelques actions, quelques faits de jeu, peut-être que 3 défaites se transformaient en que 2 défaites et on parlerait pas de la même façon des Lions. Je trouve que leur défense est toujours au niveau du début de saison, une très grosse défense, et c'est sur ça aussi qu'il faut s'appuyer. Cette défense, elle a pas bougé, c'est la même. Quand on parle des Lions dans sa globalité, on est vraiment déçu par l'attaque en fait qui voilà, il y a eu des quarterbacks aussi qui ont été blessés. Sean Clifford a été blessé notamment dans le match face à Iowa, qui malheureusement s'est transformé en défaite par la suite. Donc Penn State a été un petit peu malheureux en fait de son sort sur quelques actions, quelques faits de jeu, des blessures qui sont venues aussi un peu entacher cette saison. Voilà, après, je pense pas qu'il y aura de gros soucis face à Maryland. Attention quand même, il va falloir rester concentré parce que la défense de Maryland a un bon pass rush, malgré que les arrières défensifs sont plutôt laxistes et encaissent énormément de yards. Je trouve que le pass rush montre un bon visage par moment. Et attention à pas se mettre non plus à pas se laisser emporter par la pression et la vague de la ligne défensive de Maryland. Ça devrait bien se passer. Je pense que voilà, surtout je vois pas Maryland mettre plus de 28 points. Je pense qu'au-delà au-delà de 28 points, Penn State pourrait sortir gagnant de ce match. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. J'étais un petit peu provocateur quand je lançais cette possibilité pour Maryland. Voilà, on sent le Bucky's qui est en toi. Ouais, pour le coup, je sors un petit peu de ce match contre Penn State et Ohio State, où on voit quand même Ohio State qui a un niveau d'une équipe de playoff. Je laisse ça là, on en parlera plus tard. Mais Penn State, vraiment, a pas du tout été en dessous, quoi. Il y a eu un vrai combat et la défense de Penn State a vraiment donné du mal à cette attaque d'Ohio State qui, pour l'instant, jusque-là, dominait largement le college football, en tout cas depuis la défaite contre Oregon, sans aucun problème, quoi. Donc ça dit bien à quel point cette défense est capable d'aller gêner des gros programmes. Donc c'est ce qui va les porter encore contre Maryland. Si c'est bon. Oui, pardon. Non, moi je rajoute un truc. Je dis juste que voilà, c'est un match de rivalité encore une fois à Maryland, donc ça peut aussi avoir une atmosphère un petit peu hostile et on sait que voilà, les thérapistes n'ont plus rien à jouer, les Lions non plus, mais battre un rival, ça peut sauver une saison et on peut imaginer que les Lions soient un petit peu bousculés mentalement des 3 défaites subies et les Terrapins soient vraiment comment dire et vraiment envie d'aller enfoncer un peu plus l'ennemi. Ça serait, je suis sûr que toute la fanbase de Maryland n'attend que ça, n'attend que ce match pour venir à bout de Penn State. Ouais, c'est clair, c'est clair. Si c'est bon sur ces 4 rencontres, on va passer peut-être au sujet le plus brûlant de ce podcast. Mon sujet. Donc on a eu le 2 novembre dernier, mardi dernier, le comité a diffusé les premiers classements pour les playoffs du college football. Un classement qui a
donné lieu à beaucoup de débats, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va essayer de revoir ce classement. Avant de débattre, d'enlever les gants et puis de se lâcher sur le comité, et puis peut-être même entre nous, on ne sait jamais, je vais vous rappeler le top 4, qui est donc le premier, sans grande surprise, ce sont les Bulldogs, UGA, qui rien à dire. Saison. Voilà, sur ce coup-là, on n'a rien à dire. Ils ne sont pas foulés. Hein. C'était peut-être le seul choix sur lequel vraiment il n'y avait aucun doute. Rien. Voilà, on risque rien. Le second, c'est le Crimson Tide d'Alabama. Troisième, les Spartans de Michigan State. Et quatrième, les Ducks d'Oregon. Voilà. Franck, tu as écrit un très bel article sur ce sujet, sur ces playoffs du college football. Alors, je vais te laisser la première voix sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu retiens? Ou peut-être que je vais te poser une question aussi. Vas-y, pose-moi la question. Oui, Cincinnati. Cincinnati, on n'en veut pas. Donc, c'est clair. Au moins, c'est clair et net, en fait. Cincinnati, ils sont deuxième dans le classement d'avant le CFP. Même l'ancien, le simulateur ancien BCS, les classe toujours deuxième, mettant Alabama quand même quatrième, et laissant même mes petits Oklahoma troisième, mais ça, à la rigueur, qui sortent des 4 premiers, ça me gêne pas trop. On a encore des matchs pour rentrer dedans, pour revenir dedans. En fait, Cincinnati, ils ont l'inconvénient d'être dans une conférence qui ne fait pas partie du Power 5. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai écrit, qu'ils ont fait en sorte de sortir SMU, qui a largement sa place dans le top 25, qui est la dernière équipe sur la route de Cincinnati, qui leur permettrait d'asseoir en fait leur place dans les 4 premiers en cas de s'ils font un sans faute, eux aussi, de 13 victoires, bien entendu. Ils n'auraient pas pu les retirer. Donc, les sortir SMU, donc donnant aucune chance à Cincinnati, même à 13-0, ils ne rentreront plus dans le top 4, parce qu'ils n'auront pas affronté une top 25, une deuxième en fait. Ils ont battu Notre-Dame. L'excuse, elle est simple. Notre-Dame, ils ne sont pas en forme. Enfin voilà, c'est un peu l'excuse à 2 balles, j'oserais dire. Ils ont battu quand même Notre-Dame, quoi. C'est pas n'importe qui, Notre-Dame, qui soit pas en forme ou quoi qu'est-ce. C'est un grand nom du college football, et ils sont toujours classés dans le top 25. Quand je vois Oregon, désolé Lucas, ils ont quand même perdu contre Stanford, et qui est même pas classé dans le top 25. Ok, c'est un match bizarre, ils perdent en prolongation, mais ils sont pas classés, les gars. Ils ont battu. Ce qui les sauve, c'est Ohio State. Mais c'était en début de saison. Même moi, je mettrais Ohio State devant Oregon. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire, puisque Oregon a battu Ohio State. Donc, à la rigueur, ça passe, mais de là, aller voir quatrième, ça me choque. Moi, j'aurais laissé Cincinnati au moins quatrième. Alabama, c'était sûr qu'il serait dans ce top 4. Michigan State le mérite à l'heure actuelle. Oklahoma, de là, les redescendre à la 8e place, je trouve ça vraiment quand même un peu osé. Je signale quand même que Michigan, Ohio State, Oregon, Alabama, ils ont tous une défaite. Oklahoma, ils ont 9 victoires, 0 défaite. Ok, ça n'a pas été super génial sur tous les matchs, mais depuis le match face à Texas, qui était un match énormissime, et surtout le talent de Caleb Williams, ok, il y a eu un petit faux pas à Kansas en première mi-temps, mais voilà, Caleb Williams a remis les choses en place. Il montre qu'on a une équipe offensive de fou à Oklahoma. Ok, la défense, c'est une catastrophe, mais chaque année, la défense s'améliore en fin de saison. Donc, j'espère bien qu'ils vont finir à 13-0 pour les voir en play-off, pour qu'ils affrontent les gros cadors de ce top 4. Et Cincinnati, les pauvres, ils ne reviendront pas dans le top 4. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu les voir, puisque l'année dernière, ils avaient quand même failli battre Georgia dans un bowl majeur. N'oublions pas. Oui, c'est clair, c'était un sacré match contre UGA. Lucas, qu'est-ce que tu penses de ce premier classement? Et je parle pas des autres. Parce que Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y, Franck, vas-y. Non, parce que pareil, voir Mississippi State avec 3 défaites, classé 17e, ça me choque un peu quand même. Oui. Mais, voilà.
Non, c'est vrai, Mississippi, ça m'a un petit peu choqué également. Il y a aussi d'autres petites équipes. Bon, après, voilà, ils ont peut-être pas, enfin, ils prétendaient forcément pas à être classés haut dans ce classement-là. Je pense à UTSA, plein de petites équipes comme ça qui ne sont pas du tout dans le top 25 et c'est décevant quand même. On aurait pu trouver une Oui, place, ça aurait été quand même réconfortant pour eux. moi, Bon, pour c'est un moi, programme qui travaille bien dans l'ombre un petit peu. Donc voilà. UTSA Euh, mérite d'être dans le top 25, par exemple. Même s'ils ont une petite conférence, ils ont battu Liberty, ils ont fait des bons matchs. Je suis désolé, UTSA mérite c'est d'être ça, dans le top 25. c'est ça, c'est vrai. Non, ouais, juste pour revenir après sur le reste, c'est vrai que moi, ce qui me choque le plus, c'est peut-être Cincinnati et Alabama. Pour moi, Alabama est bien trop haut. Leur Oui, défaite, comparée à celle d'Oregon, je pense que leur défaite, ils l'ont vraiment subi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'était vraiment dans le jeu qu'ils ont subi. Je trouve que, enfin, ça va être un petit peu chauvin, mais Oregon a vraiment perdu sur des décisions arbitrales vraiment litigieuses et en fin de match et en prolongation face à Stanford. Je pense que aussi le comité a essayé d'être un petit peu, a essayé de comment dire, de nuancer aussi cette défaite-là et de la comment je peux dire ça, de enfin comment je suis perdu dans mon raisonnement là, mais ouais, juste mettre un petit peu de nuance et montrer aussi que cette défaite, elle n'est pas seulement sur le terrain et dans le jeu, c'est vraiment les décisions arbitrales qui ont été vraiment choquantes et je vous invite à revoir ce match-là. Alabama a vraiment perdu dans le match, en fait. C'est ça qui me choque de les voir aussi haut. Euh, Après, Franck, je te rejoins. Oklahoma 8, je les vois pas plus haut que la 7e place. Après, voilà, voilà, il y a des montées, des descentes, etc. Mais ils ont rien montré d'exceptionnel sur ce début de saison. Et à l'inverse, Michigan a perdu sur sa seule échéance, grosse échéance, a perdu. Donc, il mériterait peut-être d'être un petit peu plus bas. Donc, voilà, après, tout peut un peu se discuter. Pour moi, je trouve qu'Oregon, voilà, ils sont classés haut au classement de pré-saison. Ils battent Ohio State à l'extérieur qui était classé 3e. Euh, Ils ont fait un petit faux pas qui a été appuyé par des décisions arbitrales un petit peu litigieuses, je reviens dessus. Et donc voilà, je pense que 4, c'est juste et légitime à mon sens. Ouais, je suis pas hyper choqué non plus par le classement d'Oregon, même si c'est vrai qu'il y a cette défaite contre moi, Stanford, mais le seule chose qui me choque dans la 4e place, c'est que c'est Cincinnati qui doit y être, quoi, c'est tout, et Oregon, à la ah, rigueur, c'est sûr. 5e. Voilà, à l'heure actuelle. Cincinnati, il pourrait être deuxième aussi, et Alabama ne Oui, serait mais pas, ne serait pas dans le classement aussi. Ouais, c'est sûr. Alabama, comme je dis, ils ont arrangé le coup. Texas, C'est sûr. ils les mettent 14e, comme ça les handicape pas dans leur défaite à Alabama, en mettant Ole Miss 16e et Mississippi State 17e. Comme ça, ils peuvent dire ils ont quand même battu deux top 25. C'est ça qui me choque un peu. Tu sors Ouais. SMU, tu sors des équipes qui devraient y être pour mettre des équipes qui ont déjà 3 défaites quand même. Ça, c'est pas normal. Il y a quand même 130 universités, même s'il y a beaucoup de petites. Tu peux pas mettre une équipe qui a 3 défaites dans le top 25, sérieusement. Non, mais c'est clairement choquant, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. C'est vrai qu'on sent un petit peu ce qui se trame, voilà, et c'est pas forcément très beau à voir parce que. Bah, ils veulent voir du Ouais. gros dans le dernier carré. Moi, je dis vivement les playoffs à 12 équipes, hein, je vous le dis clairement. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on attend tout ça plus qu'autre chose, hein. C'est vrai que ça commence à faire pas mal de saisons où on se dit Et puis, comme ça bouge en ça plus dans doit les arriver. conférences en ce moment, Ouais, là, ouais. tout le monde part à droite, à gauche. Ils vont les faire, hein, c'est obligé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais les choses avancent quand même assez lentement pour le coup en college football. Peut-être que Oui, ça c'est vrai. prendra encore quelques années, encore au moins 2-3 ans, même si c'est vrai que voilà, Cincinnati avait vraiment bien ramené la discussion l'an dernier avec leur excellente saison. Et c'était vraiment quand on pensait aux Mm. équipes qui auraient dû aller en playoff. Et bon, clairement, ils ont joué un match qui était du niveau avec UGA, qui était vraiment un match niveau playoff, mais qui n'était pas un match de playoff. Mais c'était un Là, beau match. ouais, Je m'en c'était. rappelle, je l'ai vu, donc c'était vraiment un très beau match. Oui, non, moi aussi, je m'en souviens très très bien. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Lucas, pour les décisions arbitrales contre les Ducks, c'est quand même un thème récurrent cette saison, je trouve, hein. Il y a un peu tous les week-ends, il y a beaucoup Mhm. de décisions un petit peu surprenantes. Et je comprends pas trop ce qui se passe avec pourquoi les arbitres sont à ce point à côté de la plaque, si je puis dire, avec les Ducks depuis le début de la saison. Peut-être que tu veux revenir là-dessus, mais enfin, ça doit être assez frustrant, je pense. Pour les Ducks, oui, et plus globalement, les arbitres de Ouais, Pac-12, en fait. ouais. J'ai un œil aussi
sur les comptes FR sur Twitter de Pac-12 et c'est toujours le même problème qui revient, c'est des arbitres Pac-12 et on le voit, ils commettent des erreurs qui coûtent des matchs importants. Donc ouais, tu l'as dit, ils sont à côté de la plaque et c'est dommage. Donc voilà, ça fait plusieurs années déjà que c'est récurrent ces arbitres Pac-12 qui sont ouais, qui flaguent des comment dire des racing de passeurs un petit peu surréalistes, des passes interférences, etc. Voilà, c'est les arbitres Pac-12, c'est un petit peu le running gag pardon de la fanbase des équipes de Pac-12. Ouais, c'est clair. Là, pour le coup, c'est un problème. C'est pas dans le Pac-12 qu'on entraîne les arbitres pour la NFL? Non, je déconne. Ouais, c'est sûr qu'il y a aussi un gros débat cette année. Hein. On en avait parlé dans le podcast mardi, notamment tout ce qui concerne les nouvelles règles sur le taunting. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de débats. Mais bon, là, ça c'est un débat de NFL. Il faudra écouter notre podcast NFL pour l'entendre. Mais c'est vrai que c'est que le premier classement, mais enfin, il m'inquiète un petit peu quand même parce que quand je vois ce qui se passe et puis c'est vrai que comme tu l'as dit, on sent que Cincinnati n'y reviendra pas. Voilà, c'est terminé, Non. il n'y reviendra pas. Et ils vont faire 13-0, mais ils reviendront pas. Avec une victoire contre Notre Dame quand même, qui je pense et je m'énerve un petit peu, mais qui quand même, et franchement, quand on pense quand on pense au college football, peut-être quelqu'un qui a jamais regardé un college football de sa vie, il connaît Notre Dame parce que c'est une des plus grandes universités des États-Unis. C'est une université qui est très réputée pour à peu près tout, que ce soit son éducation, son sport, son aspect historique. Et voilà, c'est quand même, c'est un monument. Ils ont un contrat monumental à la télé avec NBC. Je veux dire, voilà, c'est Notre Dame. Et ils sont 10 là dans le classement. Donc c'est vraiment très surprenant qu'ils y soient pas. Et voilà, c'est inquiétant. Parce que pour les autres équipes, que ce soit Oklahoma ou Ohio State, il y a encore la voie. Parce que oui, largement. Sans aucun problème. Et voilà, même si ça sera pas forcément facile, puisque voilà, on a parlé un petit peu des fins de saison, que ce soit pour Oklahoma, la défense n'est pas forcément à la hauteur. Ohio State, on ne sait pas trop non plus, parce qu'il y a encore deux énormes matchs, dont un match de rivalité. Voilà. Et donc, qui pour une fois risque d'être enfin agréable à regarder. Parce qu'en fait, Ohio State, il se baladait ces derniers temps. Oui, c'est clair que là, pour le coup, cette année, il y a un vrai affrontement à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, bon, Jim Harbaugh, il y tient. Hein. Il avait dit que il le gagnerait ou alors il mourrait en essayant. Voilà, c'est la communication épique des Harbaugh que j'aime beaucoup en général. Mais voilà, ça donne le ton quand même de ce match spécial. Mais c'est vrai que c'est très très frustrant hein, de ne pas voir Cincinnati et puis de voir Alabama aussi haut, même si bien sûr on comprend pourquoi. À vrai dire, peut-être que la seule est Oregon. Je suis pas choqué par Oregon, je l'ai déjà dit, mais voilà, je pense que ils ont montré de belles choses quand même ces derniers matchs, notamment en défense. On voit leur potentiel. C'est vrai qu'il y a cette victoire contre Ohio State, même si objectivement les deux équipes n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles. C'est ça. C'est un début de saison. C'est un début de saison. En particulier Ohio State, mais même Oregon, quoi. Il y a quand même, je trouve, un meilleur niveau. Mais bon, quand même, cette victoire est là et elle sera toujours là et elle pèsera en leur faveur et ils l'ont mérité. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être beau aussi de voir Michigan State aussi haut quand même. On va essayer d'être un peu positif. Ah non, mais moi pour eux, je dis rien. Ils méritent. À l'heure actuelle, ils méritent. Ils sont invaincus. Ils battent Michigan. En plus, ils font une remontée sauvage avec un Kenneth Walker qui a tout simplement, il a gagné le match à lui tout seul, moi je dis. Hein. Et je suis étonné d'ailleurs que Michigan, qui a quand même une bonne défense en règle générale à la course, avec Hutchinson, là, qui est pas mauvais du tout, là, il s'est fait percer. Hein. Ah ouais, clairement. Lucas, tu as autre chose à rajouter sur ce premier classement? Il y en aura d'autres. La sélection est le 5 décembre, mais voilà, c'est un premier classement, Lucas. Ouais, j'ai juste deux petits trucs à rajouter. C'est aussi, il faut pas oublier que le comité prend en compte la valeur intrinsèque, j'ai envie de dire, des équipes. Donc ça peut aussi jouer en la faveur d'Alabama. J'essaie de trouver des justifications à ce classement en top 2. Peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'ils prennent la valeur intrinsèque. Et forcément, Alabama, quand on prend cette valeur-là, elle est tout de suite dans le haut du panier, quoi. C'est un programme exceptionnel qui roule sur le college football depuis des années.
Et voilà, et juste voilà, pour revenir un petit peu sur Cincinnati, il faut pas oublier que leur seule défaite sur les 2 dernières années, c'est face à Georgia en bowl majeur. C'est ça. Donc c'est quand même extraordinaire de les voir aussi hors course aussi rapidement, j'ai envie de dire. Voilà, surtout qu'ils étaient classés 2e, donc ils les ont vraiment bien fait descendre. Ouais, c'est clair. C'est clair. On va conclure sur ce premier classement des playoffs. À mon avis, ce sera pas la dernière fois dont on va parler des playoffs d'ici le 5 décembre, au vu de ce premier classement. Donc, accrochez-vous et puis Il va y avoir de la bagarre en fin de saison. On va avoir de la bagarre. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous sur ce sujet-là. En réponse, on poste le podcast. Vous pouvez commenter sur toutes les plateformes où vous écoutez. Je sais qu'on peut sur Apple Podcast, c'est là où j'écoute mes podcasts en ce qui me concerne. Mais voilà, vous pouvez aussi sur Twitter, sur Facebook, sur The Free Agent, et puis même avec nos comptes perso, quoi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, même si vous pensez qu'on est à côté de la plaque, comme les arbitres de Pac-12. C'est pas grave, hein, c'est toujours un plaisir de discuter. On va passer à ce qu'on considère comme l'upset du week-end, même si toi, Franck, tu voyais peut-être autre chose. On en a choisi un. Non, il y en aura plusieurs des upsets encore, parce qu'il y en a tellement cette année. Mais effectivement, celui que tu vas choisir me semble plus amène à arriver. Enfin, je sais plus, j'ai bafouillé mon mot. Alors, oui, on vous propose comme upset cette semaine Wake Forest contre UNC et on voit bien les Tar Heels faire tomber Wake Forest. Lucas, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Quand tu m'as proposé cette affiche, moi j'ai trouvé ça tout à fait juste et correct, j'ai envie de dire. Donc c'est 2 grosses surprises de l'ACC. Donc c'est 2 équipes qu'on n'attendait pas. On voyait au début de saison les Tar Heels avoir affiché un bien meilleur niveau et un bien meilleur bilan après 8 semaines. Et Wake Forest, justement, on ne les attendait pas du tout ici. Classé 9e, 8-0, donc invaincu et leader de cette conférence. Donc c'est assez surprenant, j'ai envie de dire. Et franchement, je tire mon chapeau avec Forest qui, malgré un calendrier qui était peut-être pas, comment dire, plein de strass et de paillettes, ont su faire le job et remporter leurs 8 matchs. Là, ils rentrent vraiment dans la partie la plus difficile de leur calendrier. Donc, ils jouent face à North Carolina. Ensuite, ce sera NC State, Clemson et Boston College. Donc, attention à ne pas gâcher sa saison sur les 4 dernières semaines de la saison régulière. Ils sont en course et ils sont même, je crois, des favoris pour remporter l'ACC. Et pour ça, il va falloir remporter ce match face à North Carolina. Ouais, c'est clair. Ils sont largement portés par leur attaque, je dirais. Après, je vais te laisser la parole, Franck, un petit peu sur ce match. Mais Wake Forest, quand même, a mis en place des performances offensives assez impressionnantes depuis le début de la saison. Ils viennent d'en mettre 45 à Duke, ils en avaient mis 70 à Army. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même assez solide de ce point de vue-là. Mais ce sera à North Carolina, à Chapel Hill. Donc c'est aussi un match très intéressant de ce point de vue-là. Et les Tar Heels ont évidemment ce qu'il faut aussi au niveau offensif pour leur répondre, parce que c'est pareil, une équipe qui marque quand même énormément de points. Franck, je ne sais pas ce que tu penses de ces Tar Heels. Oui, Samuel, il a du mal quand même cette année. Hein. Il a perdu son Cerbère à 3 têtes. Les 2 running back et son receveur qui sont partis en NFL, donc c'est un peu plus compliqué offensivement. Mais ils sont encore en course, l'air de rien, dans leur division. Donc, même s'il faut que Pittsburgh chute, mais ils vont les affronter bientôt. Et ils vont donc Wake Forest. Derrière, ça sera Pittsburgh. Et en plus, le derby face à North Carolina State. Donc, ils peuvent encore aller postuler pour la finale de conférence, tout simplement, puisqu'ils peuvent terminer premier de leur division. Mais Wake Forest, cette année, c'est pas mal du tout. Déjà, l'année dernière, le match avait fini avec plus de 50 points de chaque côté. Là, c'était assez impressionnant. Et ils ont 5-0 en conférence, donc bien devant North Carolina State et Clemson, n'en parlons pas. Et ouais, ça va être un match intéressant. Les Tar Heels peuvent l'emporter, mais il va falloir défendre, hein, parce que Wake Forest, ça envoie. Hein.
Ouais, c'est clair, ça va être un petit peu difficile de contenir cette attaque de Wake Forest. Pourtant, je sais que Lucas, je vais prendre ton tour de magie habituel, mais tu vas souvent regarder chez la prédiction, le match-up prédicteur de ESPN. Et ESPN voit aussi ce match comme un potentiel upset, avec une victoire, 55% de chance de voir UNC le remporter. Donc, Ouais, c'est ça, pour une fois que ESPN est avec nous, j'ai envie de dire. Parce que souvent, quand on propose des upsets, le pourcentage de prédiction n'est pas en notre faveur. Ouais, les North Carolina est une équipe très talentueuse, hein, malgré tout, malgré le début de saison un petit peu compliqué. Ils sont vraiment passés à côté de leur début de saison. Heureusement pour eux, ils sont encore dans la course, comme l'a dit Franck, dans dans cette saison. Donc voilà, ils ont une équipe talentueuse offensivement, porté par un Samuel qui, voilà, en pré-saison était parmi les favoris au Iceman. Sa saison, c'est un peu passé, il a un petit peu passé à travers de son début de saison, ce qu'il a mis hors course de ce trophée-là. Mais c'est un quarterback qui, sur les dernières sorties, a fait de très très bons matchs à la passe et à la course. C'est un registre qu'on a vu un peu plus cette année de Samuel qu'on n'avait pas vu les années précédentes. Il est capable aussi de courir beaucoup et d'engranger. On a vu des matchs à plus de 100 yards. Donc c'est aussi un, un registre on découvre un nouveau Samuel par rapport à l'an passé qui est obligé de faire avec, comme tu l'as dit Franck, les départs qu'il a subis dans son escouade offensive. Donc voilà, pour moi, North Carolina a tout pour venir à bout de Wake Forest à la maison. Donc ça va être une ambiance encore une fois dans chaque stade NCAA, une très belle ambiance et encore une fois là sur un match qui importe beaucoup pour le futur de la saison dans la division et dans la conférence, forcément que les supporters vont jouer un rôle important. C'est un match à voir absolument, en tout cas. Moi, je le conseille. C'est ça. On a parlé beaucoup de Big Ten, donc c'était des matchs où il fait assez froid, où il y a beaucoup de défense, de tranchées. Là, ça va être un petit peu différent, un registre avec beaucoup plus de passes, beaucoup plus de yards, de points et de spectacles. Et en plus, il est à 17h. Donc, Tout est parfait. Voilà. Il n'y a pas d'excuse pour pas le voir. Et puis si vous cherchez à voir ce match, vu que Franck, Lucas vous l'ont tellement bien, j'espère donner envie de le voir. En tout cas, c'est sûr que ce sera autre chose que les tranchées de la Big Ten, comme a dit Lucas. Vous pourrez le suivre sur l'ESPN Player. Voilà, il fait partie de la myriade de matchs qui seront à votre disposition ce week-end. Donc voilà, vous avez l'occasion en vous abonnant avec le code de réduction offert par The Free Agent, d'avoir 40% de réduction. Donc vous aurez tout est bon pour aller regarder ce match. Vous savez où aller le regarder, donc sur l'ESPN Player avec 40% de réduction. Et puis l'occasion de se régaler avec un gros match et un potentiel upset. On n'a pas eu trop de chance sur nos upsets. Franck, tu nous rejoins maintenant, mais avec Lucas, on n'a pas un super bilan sur les upsets. On n'en a pas un. On était les plus heureux au monde. C'est comme si on avait gagné le National Championship. Ah bon? Mais voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance, donc j'espère encore que UNC va nous donner raison cette fois-ci. Ça sera à suivre aussi de ce point de vue-là pour nous. Pour tout avouer, Franck, on avait parié on avait misé l'upset de Texas sur Oklahoma. Donc voilà, on est 100% neutre avec toi. On te dit nos anciens upsets. Oui, bah, en même temps, ce match-là, j'ai failli aller me coucher au début. Mais bon, j'y ai cru parce qu'il l'avait fait face à Baylor l'année d'avant, ou il y a 2 ans, où ils étaient menés largement et Jalen Hurst avait remonté tout ça malgré l'absence de CeeDee Lamb. Donc j'y ai cru et puis effectivement, quand Caleb Williams est rentré, il l'a fait quoi. C'est clair. Un énorme talent, ce Caleb Williams. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il porte un peu. On a 2 talents en quarterback. Il y en a un qui va partir, c'est sûr. Hein, donc il y a des universités qui vont se battre. Ouais, c'est sûr. Alors si c'est bon sur ce match, sur cet upset, Lucas et Franck, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter là-dessus. Non, moi c'est parfait. Je vais regarder ce match-là. Ce sera mon premier match que je vais regarder de mon samedi. J'en aurai 2 autres à côté pour regarder, mais c'est le principal, ça sera celui-là. Non, pareil, pas grand-chose à ajouter. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Excuse-moi Damien. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Non,
En tout cas, ouais, pour les vraiment les fans d'attaque et de jeux explosifs, allez voir ce Wake Forest North Carolina, ça peut être vraiment intéressant et un match qui risque de jouer dans les derniers instants avec un haut scoring. Ouais, c'est clair. C'est clair, et puis ça sera de très près. Bon, en ce qui me concerne, désolé, je serai devant Ohio State, Nebraska sur mon premier écran. Après, évidemment, j'ai plusieurs écrans, donc je mettrai Wake Forest, North Carolina, forcément. Ouais, mon premier écran, ce sera Ohio State, Nebraska, donc j'étais obligé, je me sentais obligé de le dire. C'est ça. Je sais pas qui tu auras, toi, Lucas, sur ton premier écran à 17h. Après, bon, j'imagine que pour la suite, ça ira. Mais... Non, 17h, ça va être un Wake Forest. Après, je me semble que c'est 22h le match d'Oregon, donc j'aurai la fin de match avec le début de match. Voilà, ça. Alors, pour dire vite fait, hein, je regarde la stat de l'année dernière, hein, Sam Howell 550 yards et Sam Hartman 429 yards. Hein. 6 touchdowns, 4 touchdowns, ça va envoyer du lourd. Hein. Voilà. Et il y a eu 59-53. Voilà, donc c'était très peu de points, vraiment un match sans nuit, quoi. Un vrai match de basket. Et... Bon, vous êtes prévenus, et puis vous savez aussi regarder ce match, sur ESPN Player. On va se dire à bientôt. Je vous remercie. Tout d'abord, Franck et Lucas, un grand merci à vous pour votre intervention. Merci à toi, Damien. Merci. Et puis je vous dis à bientôt, on se dit à très vite pour un nouveau podcast College Football sur The Free Agent. Salut! Ciao! Salut!